Toujours prêt, moi. Toujours prêt. Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Virage, le podcast d'Hello Master dédié au tournant de la seconde partie de carrière. Ces moments où l'on décide de ne plus subir son énergie, son âge ou son histoire, mais d'en faire des véritables leviers. Aujourd'hui, on va parler corps, santé, énergie, mais surtout pouvoir d'agir. Et pour ça, on reçoit un invité rare, le docteur Denis Coster. Bonjour, docteur Coster. Vous êtes médecin et pionnier en France du biohacking. Tout à fait, Blandine. Bonjour, Blandine. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de participer à cet épisode de Virage et prêt à ce qu'on dévoile tout un tas de secrets et de tips essentiels pour toute votre audience. Eh bien, écoutez, génial. Donc, encore méconnu il y a quelques années, cette approche, le biohacking, il est aujourd'hui au cœur de nombreuses réflexions sur la longévité, sur la performance cognitive, sur la santé globale et surtout sur la capacité à rester aligné et puissant dans la durée. Donc, avec vous, on va explorer ce qu'on peut faire dès aujourd'hui pour reprendre le contrôle de son énergie, de son stress, de sa récupération, sans tomber dans des promesses gadgets. Ça va être un épisode qu'on espère utile, lucide et enthousiasmant. Bienvenue dans Virage avec le docteur Denis Coster. Commençons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, docteur Coster, vous êtes connu comme l'un des pionniers du biohacking en France. Vous avez écrit de nombreux ouvrages à ce sujet. Donc, pour commencer simplement, comment on pourrait définir cette approche? Alors, d'une manière extrêmement simple, en fait, on va tout simplement prendre l'étymologie, du moins la construction du mot, même si c'est un néologisme qui date euh, du début des années 2000. Donc, bio, la vie, et puis hacking, la prise de contrôle, le piratage. On pourrait dire finalement, moi je préfère le terme prise de contrôle que piratage parce qu'il y a un côté beaucoup plus positif. Donc voilà, la prise de contrôle finalement de sa vie à travers la prise de contrôle de notre biologie. L'idée, c'est tout simplement de rappeler que quel que soit notre mental, quelles que soient nos capacités cognitives, quelles que soient nos pensées, nos émotions, tout ça, c'est finalement de la biologie, de la biochimie. Et finalement, tout ce que nous vivons est tributaire de notre biologie, qui est le résultat d'une interaction entre l'environnement extérieur, qui peut être le stress que nous subissons, l'alimentation que nous allons prendre, la pollution ou les gens que nous allons fréquenter, et notre environnement intérieur, c'est-à-dire éventuellement nos hormones, notre microbiote, enfin tout ce qui concerne notre biologie. Donc, avec cette conjonction de l'extérieur et de l'intérieur, nous avons une biologie qui réagit par divers signaux et qui finalement nous fait fonctionner, nous fait vivre et nous fait penser et agir. Extra. Alors, beaucoup associent le biohacking à la Silicon Valley ou à des pratiques extrêmes. Qu'est-ce qui révèle selon vous du fantasme? Qu'est-ce qui est vraiment utile et accessible? Alors en fait, effectivement, pourquoi on associe le biohacking à la Silicon Valley? Pour une raison très simple, c'est que la personne qui a lancé le biohacking, le mouvement, je dirais, du biohacking, s'appelle Dave Asprey, donc qui est un entrepreneur de la tech de la Silicon Valley précisément, et qui lui-même avait des gros problèmes de santé. Il était en surpoids, il était fatigué, il était en manque d'énergie, il avait un sommeil totalement déséquilibré, et il s'est dit finalement, est-ce que je ne pourrais pas considérer mon corps comme un système informatique que l'on pourrait hacker de la même manière que l'on peut hacker un système informatique. Et finalement, c'est une intuition qui est assez pertinente parce que même quand on parle de hacking, il y a deux types de hacking. Il y a ce que l'on appelle le black hat hacking, qui est justement l'idée d'aller pirater un système pour voler des données ou pour le pervertir. Et il y a ce qu'on appelle le white hat hacking, c'est-à-dire un hacking, on va chercher au contraire à optimiser le système. Donc, c'est dans cette logique que Dave Asprey a proposé ce terme de biohacking. Lui-même était donc entrepreneur dans la tech et après, il s'est lancé beaucoup justement dans la santé, le wellness et la longévité. Et il a beaucoup fait parler de lui parce que justement, il montrait des résultats assez intéressants. Le concept a été ensuite pas mal diffusé par d'autres ténors, je dirais, de ce milieu de la Silicon Valley et par des personnes assez connues qui justement ont fait connaître le système, comme par exemple le créateur de Twitter ou l'auteur, ça y est, ça m'échappe, de la semaine de 4 heures, Tim Ferriss, voilà, Tim Ferriss. Donc c'est comme ça que finalement le biohacking est né dans la Silicon Valley et après a essaimé.
Et c'est vrai aussi que les entrepreneurs, et peut-être plus spécifiquement les entrepreneurs de la tech, ont justement ce goût de l'optimisation, de la prise de conscience aussi que la qualité de leur business dépend aussi de la qualité de leur santé, de leur performance physique et mentale. Et donc, c'est naturellement comme ça que le mouvement s'est lancé initialement à Silicon Valley pour pouvoir après être diffusé dans les États-Unis et après le monde entier. Alors, tout cet imaginaire autour de la Silicon Valley, je reviens encore dessus, mais quand vous nous parlez de cet entrepreneur de la tech, on a l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre du gourou autour du biohacking. Est-ce que c'est vraiment une pratique qui est pragmatique, accessible, ou est-ce que c'est très éloigné et finalement on en fera une série Netflix? Oui, alors effectivement, en fait, le problème, comme bien souvent quand il y a des concepts un peu novateurs, ils peuvent être dévoyés. Alors c'est vrai qu'en l'occurrence d'Everspray, au début, c'était un gars qui était vraiment sérieux, très scientifique, etc. Bon, après, il a senti qu'il pouvait en faire un véritable business et il est parti dans des considérations qui sont pas terribles. Il serait limite à créer un mouvement où on porte les amulettes étiquetées d'Everspray, donc c'est quand même très, très limite. Je suis un peu caricatural, mais c'est pas là de la réalité. Après, effectivement, il y a des jusqu'au boutistes. On parle beaucoup en ce moment de Brian Johnson, cet entrepreneur qui, justement, dépense 2 millions de dollars par an pour, dit-il, rajeunir. On l'appelle parfois le biohacker de l'extrême. Donc, effectivement, il y a des côtés excessifs, il y a des côtés délirants. Il y a certainement aussi des promesses qui sont totalement excessives. Et maintenant, quand on en vient à la réalité du concept, à savoir la prise de contrôle de notre vie à travers la prise de contrôle de notre biologie, que ce soit à travers des routines qui peuvent être des routines très simples de la vie quotidienne, ça peut être aussi des compléments alimentaires validés, ça peut être effectivement parfois l'usage de certains gadgets, je dirais, mais qui n'ont pas pour vocation d'être de simples gadgets, ce sont des gadgets qui finalement permettent de vérifier des paramètres vitaux. Après, il y a des choses aussi simples que se prendre la température. Finalement, quand on se prend la température, on va prendre un paramètre physiologique essentiel qui va nous permettre de savoir si oui ou non on est en bonne santé. Regardez, comme ça pouvait se faire dans l'ancien temps, la couleur de nos selles ou de notre urine. C'est une manière aussi de vérifier nos paramètres vitaux. Donc, je veux dire, on peut aller dans des choses très complexes, on peut aller dans des choses extrêmement basiques. Et extrêmement pragmatique. Alors pourquoi cette approche, elle parlerait autant à des profils expérimentés en seconde partie de carrière? Pourquoi elle est particulièrement pertinente? Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, c'est vrai que euh, quand j'ai commencé à parler du biohacking il y a maintenant 5-6 ans à peu près, je me suis assez rapidement rendu compte que les personnes qui étaient les plus intéressées, c'était les entrepreneurs ou bien les personnes qui étaient, je dirais, pour parler un peu crûment, dans le business. Pourquoi? Tout simplement parce que toutes les personnes qui sont dans le business, hein, quel que soit le mot qu'on met derrière, ont l'habitude de surveiller leur entreprise à travers des KPI. Et finalement, l'idée qu'il y ait aussi des KPI santé qui soient à surveiller est une logique qui est assez superposable. Il y a cette phrase très connue chez les entrepreneurs, c'est on ne peut maîtriser que ce que l'on peut mesurer. Donc, il y a cette idée de la mesure. Et il y a également la notion qui est très présente chez les entrepreneurs, chez les gens dans le business, qui est les intérêts composés. Que ce soit dans le business ou dans la santé, les intérêts composés, c'est essentiel. C'est-à-dire que si effectivement on a un mode de vie qui n'est pas conforme à notre santé, si c'est une fois de temps en temps, ce n'est pas tellement grave. Par contre, l'accumulation peut poser problème. Alors, pour en venir à la question plus de la deuxième partie de la carrière, en fait, globalement, qui est-ce qui est intéressé par le biohacking? Eh bien, parce que justement, il y a ce côté un peu geek, un peu tech, un peu fantasmatique, je dirais qu'il y a une première tranche de la population, c'est les 20-30 ans. Les 20-30 ans qui, finalement, fantasment à l'idée de se dire que grâce au biohacking, ils vont augmenter leur capacité mentale et être capables de travailler efficacement pendant des heures d'affilée. Bon, ce qui est totalement fantasmatique et pas très intéressant, surtout ils risquent de ruiner leur santé. Donc, je suis toujours très vigilant par rapport à ça. Donc, première catégorie de personnes qui va s'y intéresser. Deuxième catégorie de personnes, je vais être très large, je dirais, c'est les 30-50 ans, hein, pour être vraiment large sur cette population, les 30-50 ans qui, justement, vont vraiment mettre en place leur carrière
et c'est vraiment le moment où il va falloir mettre les bouchées doubles parce qu'on n'a plus la jeunesse de 20 ans. On a l'expérience de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, mais on n'a plus la jeunesse des 20 ans. Il faut encore rester performant avec une concurrence qui est de plus en plus patente dans un monde où finalement on est très très ouvert sur le monde, l'international, sans compter qu'il y a l'arrivée de nouvelles technologies comme l'IA ou autres qui renvoient encore beaucoup de challenges. Et puis à partir de 40-50 ans, nécessairement, on a moins d'énergie parce que la nature veut qu'on ait moins d'énergie. Et en plus, bien souvent, c'est la période où on commence à voir apparaître les maladies, puisqu'il est quand même important de savoir qu'un Français sur deux de plus de 55 ans présente des signes de maladies chroniques, hypertension, diabète, cholestérol, surpoids ou cancer. Donc, on voit que cette période 40-50 ans, c'est une charnière importante. Et en plus, quand on a 40-50 ans, si soi-même on n'est pas malade, c'est l'âge à partir duquel on commence à fréquenter des amis qui commencent à avoir des maladies, voire les parents qui commencent à vieillir, voire à décéder. Donc, c'est une période où on commence à prendre conscience de nos problèmes potentiels de santé et surtout de l'implication de ces problèmes de santé dans le travail. Alors, ce qu'on entend derrière ces explications, c'est que finalement, le biohacking, il semble se situer entre de la prévention et de l'action. Selon vous, quels sont finalement les trois leviers d'action? Quelqu'un qui voudrait retrouver clarté mentale, énergie, stabilité émotionnelle, qui semble être le Graal, peut-être mission impossible, mais j'ai l'impression en tout cas que dans ce que vous dites, il y a à la fois euh, des choses qui vont être du domaine de la vigilance, de l'appréhension même de sa santé à un niveau global, et après il y a des actions peut-être très concrètes, des leviers d'action très Bien sûr. concrets qu'on peut mettre en place. Alors déjà, première chose, à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc non, ce n'est pas impossible, première chose. Et ensuite, d'une manière plus concrète, en fait, le biohacking a différentes parties. La première partie, c'est dépister les déséquilibres. Dépister les déséquilibres, ça veut dire que il suffit d'interroger la personne qui est en face de nous par rapport à son mode de vie, la qualité de son sommeil, la gestion de son stress, son activité physique, son alimentation, donc des choses vraiment extrêmement pratiques. On va dépister des déséquilibres qui seront éventuellement complétés par des analyses, que ce soit des analyses sanguines ou bien éventuellement des tests physiologiques, voire l'utilisation, comme je disais tout à l'heure, de gadgets ou de wearables. Donc on va détecter comme ça des déséquilibres, première étape. Deuxième étape, on va faire en sorte de corriger ces déséquilibres, de voir justement comment on peut apporter des petites corrections pratiques de manière à pouvoir optimiser le sommeil, l'alimentation, l'activité physique ou la gestion du stress. Donc ça, on va rééquilibrer. Et après, effectivement, une fois qu'on a rééquilibré tout ça, on peut aller chercher plus loin, on peut aller chercher vers l'optimisation, on peut aller chercher vers la longévité, on peut chercher vers une recherche de performance plus globale. En tout cas, tout d'abord, on vérifie les déséquilibres, on les équilibre et ensuite, on va optimiser tout ça. L'idée, c'est de se considérer soi-même quand on pratique le biohacking, à la fois comme le scientifique et le sujet de notre propre expérience. C'est-à-dire que si, mettons, je vous propose une routine, n'importe laquelle, on va prendre, par exemple, arrêter le sucre au petit déjeuner, c'est une routine comme une autre et qui est un très bon conseil au demeurant, eh bien, à ce moment-là, vous allez regarder, vous allez comprendre à travers les KPI santé qui sont par exemple l'énergie, la qualité du sommeil ou autre. Vous allez voir l'impact de cette routine et en fonction, vous allez voir si vous allez garder cette routine, la itérer ou pas la itérer. C'est tout simplement de l'apprentissage aussi finalement par le test and learn. Et ces petites optimisations du quotidien, ça a l'air très simple quand vous le racontez, très abordable. On a tous très envie d'arrêter le sucre au petit déjeuner. Euh, Il n'y a plus mais qu'à. il y a plus qu'à, exactement. Mais est-ce que ça s'applique aussi pour aborder le stress chronique, la fatigue accumulée? C'est des sujets qu'on a abordés dans certains épisodes de Virage, justement. Toute cette fatigue parfois professionnelle qu'on sous-estime, qu'on ne mesure pas et qu'on ne sait pas tellement adresser, hormis une cure de vitamines. Est-ce que le biohacking peut avoir un effet concret sur des aspects qui semblent s'installer sur le long terme, hein? Le stress chronique ou la fatigue accumulée, on a l'impression qu'on a du mal à s'en sortir quand elle s'installe. Est-ce qu'on peut hacker ça? Alors, on va prendre tout ça d'une manière assez globale. Déjà, je pense, alors,
vous m'arrêtez si je suis trop long, parce qu'une fois que je me lance, après, c'est pas forcément évident de m'arrêter. Mais quoi qu'il en soit, je vais juste vous parler un peu du stress, parce que c'est le sujet sur lequel vous voulez qu'on donne des précisions. Donc déjà, il faut savoir ce qu'est le stress. Le stress, c'est deux éléments, en fait. On utilise le mot stress indépendamment de ces deux éléments. Le stress, c'est à la fois le problème qui vient de l'extérieur, c'est le stress de l'extérieur, et il y a également comment mon corps et mon esprit réagissent face à ce stress. C'est-à-dire que le stress, c'est non seulement l'agression extérieure, mais également comment mon corps, mon organisme va gérer ça. Ah, c'est très Quand on parle intéressant quand vous dites ça, parce qu'on dit souvent qu'on ne réagit pas tous de la même manière face au stress. Bien sûr, alors on va se lancer encore un peu plus. Ça va, on a le temps? On a le temps. OK. Alors, quelques éléments importants sur le stress. Déjà, il est fondamental de comprendre que le stress n'est pas notre ennemi. Ça, c'est un point extrêmement important parce qu'on a trop l'envie de se dire, ah là là, le stress, c'est catastrophique. Mais pas du tout. Déjà, il faut savoir que si nous sommes stressés à notre époque, c'est complètement normal. En fait, on ne peut pas ne pas être stressé pour diverses raisons. D'abord, il y a une première raison qui est tout simplement ce qu'on appelle la sélection naturelle. Si nous sommes actuellement vivants, c'est parce que nous sommes tous les descendants de nos lointains ancêtres Cro-Magnons ou hommes aux femmes de la préhistoire, qui ont été suffisamment stressés pour courir plus vite que le tigre à dents de sable qui voulait les bouffer, ou plus vite que l'antilope qui voulait les chasser. Donc finalement, nous sommes les héritiers génétiques de la sélection naturelle des personnes qui ont le plus stressé. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il faut bien comprendre qu'est-ce que le stress. Le stress, c'est un mécanisme de survie. À la base, le stress, c'est ce qui a permis justement à nos ancêtres de survivre. En fait, le stress, c'est quoi? C'est la réaction que nous avons à cette agression, ou du moins cette sensation d'agression. En fait, à partir du moment où un homme du Cro-Magnon dort tranquillement au coin du feu, il va entendre peut-être le bruissement d'un buisson. Et il va se réveiller, il va tout de suite se mettre en alerte, peut-être prendre sa lance ou que sais-je, et être prêt à combattre éventuellement un danger. C'est-à-dire qu'en fait, le stress est un système qui nous permet immédiatement de pouvoir réagir instantanément à un danger potentiel. Face à un danger potentiel, globalement, on a trois réactions, la fuite, la lutte ou la soumission. Le problème, c'est que nous avons donc un mécanisme de survie qui nous permet de résister à une agression réelle. Et le problème, c'est qu'à notre époque, eh bien, la moindre notification sur un téléphone devient un signal comme un buisson qui commence à gigoter et qui pourrait cacher un prédateur. Donc finalement, nous avons une surstimulation de notre système de défense au stress par tout un tas de choses qui sont totalement futiles. Et donc, effectivement, nous avons un mécanisme de survie qui réagit à des sollicitations qui ne sont absolument pas de la survie, mais qui sont interprétées comme finalement une agression à laquelle il va falloir survivre. Alors, face à toutes ces agressions, effectivement, comme je disais, fuite, lutte ou soumission. Et c'est quelque chose que l'on peut très bien voir, par exemple, en entreprise. La lutte, ça va être un énervement, un agacement face, par exemple, à un collègue ou un manager. La fuite, ça va être tout simplement, j'en peux plus, je démissionne. Ou bien la soumission, ça va être, je me tais, je subis et je ne dis rien et je me laisse finalement en boule et je me laisse entre guillemets mourir à petit feu. Donc c'est pour ça que nous avons un mécanisme absolument incroyable qui est totalement mal utilisé. Et finalement, ce mécanisme, contrairement à ce qu'on peut envisager, il n'est pas uniquement mental, parce qu'on a toujours l'impression de se dire que le stress, c'est mental. Alors oui, le stress, il est mental, certes, mais il est également, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il est également et surtout biologique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a comme ça cette espèce d'alarme, cette espèce d'alerte, ça va entraîner toute une espèce de cascade psycho-neuro-endocrinienne, c'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de cascade à la fois mentale, mais également cognitive et également biologique, qui va avoir tout un tas d'effets biologiques. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le stress aigu, il va avoir de l'adrénaline, de la noradrénaline, qui est là pour nous permettre de lutter ou de combattre. Et finalement, il y a également après une phase que l'on appelle cortisolique, c'est-à-dire le cortisol, cette fameuse hormone que l'on appelle
mais c'est un contresens, on ne devrait pas l'appeler comme ça, mais l'hormone du stress, qui effectivement va finir par s'accumuler. Trop de stress va donner trop de cortisol. Trop de cortisol, ça peut engendrer du surpoids, du diabète, des problèmes coronariens, des problèmes immunitaires et même un vieillissement prématuré, puisqu'il a été montré que le stress psychologique accentuait le vieillissement. Voilà, je vous ai brossé un panel très large. Alors à la question, effectivement, est-ce que le biohacking peut faire quelque chose? Eh bien, la réponse est oui, bien évidemment, pour diverses raisons. Comme je vous ai dit, l'idée du biohacking, c'est hacker sa biologie. Et il y a différents moyens de hacker notre biologie. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'alimentation. Si effectivement une alimentation, on va faire en sorte de diminuer le sucre, on va pouvoir équilibrer l'inflammation de notre corps. En équilibrant l'inflammation de notre corps aura une sensibilité différente au cortisol et donc finalement on réagira également mieux au stress, même si ça paraît un peu dingue de se dire ça, parce qu'on va arrêter le sucre. Donc finalement, il faut voir l'être humain comme un espèce d'ensemble et bien de se dire que si on fait bouger un domino, il va y avoir toute une série de dominos derrière, en positif ou en négatif. J'ai été très long, j'espère que ça répond à votre question. Non, 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 c'est extra déjà de se dire qu'il existe des solutions très opérationnelles pour faire face finalement à une forme d'hypervigilance qui nous concerne tous. Parce que oui, les notifications, le monde dans lequel on vit, on est sollicité, ou en seconde partie de carrière, souvent on est en responsabilité. Ça augmente les pics de stress. C'est très rassurant de savoir que c'est tout à fait normal et très rassurant aussi de savoir qu'il existe des solutions, y compris des solutions qui nous paraissent assez éloignées hein, de l'aspect psychologique, parce que vous avez raison, je pense que on fait tous un raccourci de sens entre stress et aspect psychologique et santé mentale, et de savoir que quelques optimisations, ne serait-ce qu'alimentaires, pourraient nous aider à avoir une parade pour mieux vivre en fait les aléas liés au stress. Bien sûr. Justement, quand on se parle d'impact physique, est-ce qu'il y a des marqueurs biologiques ou signaux faibles que des personnes qui ne sont pas médecins pourraient surveiller à partir de 45-50 ans, des choses assez faciles à repérer? Vous savez, à partir de 50 ans, il a été démontré dans de nombreuses études que nous sommes très, très, très mauvais pour détecter les signaux faibles. Mais est-ce qu'il y a, selon vous, des marqueurs psychologiques intéressants à avoir en tête? Bah, de toute façon, je dirais que le premier marqueur, c'est le sommeil. La qualité du sommeil, je ne vous parle pas nécessairement de quantité, mais je parle bien de qualité. La qualité du sommeil est peut-être un des marqueurs les plus intéressants. Parce que le sommeil est très facilement agressé finalement par tout un tas de facteurs, que ce soit des facteurs mentaux. On a coutume de dire, mais là je vais être très très simpliste, hein, on a coutume de dire en médecine qu'une insomnie d'endormissement, c'est de l'anxiété et qu'une insomnie de fin de nuit, c'est plutôt un problème de tristesse. Voilà, c'est très général, mais en tout cas, ça permet de comprendre qu'effectivement, notre état mental aura une influence sur notre sommeil. Après, le sommeil dépend également aussi de notre biologie. Par exemple, nous sommes surexposés à la lumière du jour, une lumière artificielle, pardon, et à la lumière de nos smartphones, de nos tablettes, de nos ordinateurs, qui émettent en particulier ce qu'on appelle la lumière bleue hein, dans le spectre lumineux. Cette lumière bleue qui nous permet le matin d'avoir de l'énergie, et c'est tant mieux, mais le problème c'est que le soir, cette lumière bleue, manifestement, empêche la sécrétion par notre cerveau de la mélatonine qui est l'hormone qui permet d'entrer en sommeil. Donc finalement, quelque chose d'aussi simple que arrêter de regarder des écrans, passer 20 heures, ou éventuellement, si on ne peut pas se passer de regarder les écrans, faire en sorte de mettre des lunettes anti-lumière bleue comme celles que j'ai, c'est quelque chose qui semble permettre d'améliorer le sommeil. Donc finalement, il y a parfois des petites choses extrêmement simples qui permettent d'améliorer le sommeil. Donc ça, le sommeil, c'est typiquement un des KPI santé les plus importants. Après, on peut en trouver d'autres, comme la capacité de se concentrer. Est-ce qu'on est capable encore de se concentrer quand on écoute justement, par exemple, une conférence ou un podcast? Parce que finalement, quand on a trop de stress, au bout d'un certain temps et très rapidement, on va décrocher. Donc ça, c'est aussi
un signal qui est assez simple. Après, il y a des signaux physiques. Est-ce que quand je monte un escalier, je suis complètement épuisé dès le premier étage, ou est-ce que j'arrive à monter 3, 4, 5 étages à pied sans avoir trop de fatigue, ou au moins en étant capable d'avoir une meilleure récupération? Là encore, cette capacité de pouvoir monter des étages sans être trop essoufflé, ça montre un aspect cardio-respiratoire qui est plutôt de qualité et qui est plutôt encourageant, sachant à quel point le stress est négatif sur le système cardio-respiratoire. Alors, c'est intéressant et ça a l'air surtout très, très abordable, en fait, comme suivi, parce qu'on parle beaucoup d'optimisation, d'IA, de tracker, de nutrition de pointe, donc encore un univers très tech. Et peut avoir une approche saine sans rentrer dans quelque chose d'obsessionnel où tout d'un coup on aurait un tableau de bord sur notre santé qui nous rajouterait une couche de stress d'ailleurs de regarder tous ces indicateurs qui ne sont pas toujours au beau fixe. Donc comment faire pour avoir une approche globale, saine, accessible sans rentrer dans quelque chose d'obsessionnel où on est multitraqué sur plein d'aspects? Alors là encore, comme j'explique toujours que bien sûr c'est important de bien manger, bien sûr c'est important de faire du sport, mais l'orthorexie et la bigorexie sont des maladies mentales. L'orthorexie, c'est être obsessionnel par rapport à la bouffe. La bigorexie, c'est être obsessionnel par rapport au sport. Donc ce sont des maladies mentales. Donc bien évidemment, c'est à écarter. Je trouve ça très pertinent ce que vous dites par rapport au risque d'avoir un stress surajouté. Il y a beaucoup de personnes dans le monde du biohacking, des biohackers, qui utilisent des objets connectés, des bagues, pas connectées, bagues ou bras, des bracelets Whoop, etc., et qui veulent traquer, puisque comme je vous disais, on ne peut optimiser que ce que l'on peut mesurer. Donc, des personnes comme ça sont un peu obsessionnelles. Moi, j'ai utilisé ce genre de tracker, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que ça me donne un indicateur que je peux éventuellement suivre. Maintenant, je préfère me réveiller le matin en me disant je me sens en super forme, j'ai passé une super nuit, même si ma bague Oura ou ma bague ou mon bracelet Whoop me dit que j'ai un sommeil extrêmement anarchique, plutôt que l'inverse. Moi, ça m'est égal de savoir que ma bague, elle me dit que j'ai bien dormi alors que je ne me sens pas en énergie. Donc l'important, c'est de se sentir comment on se sent. Après, c'est relativement simple. Je pense que, et ça, c'est finalement, s'il fallait demander quel est le meilleur KPI santé, il est extrêmement simple, c'est l'énergie. En fait, l'énergie, ça veut tout et rien dire, en fait. C'est un mot qu'on utilise un peu à tort, à un travers. Tout le monde parle d'énergie, mais pourtant, l'énergie, ça a une vraie notion. En physique, l'énergie, c'est tout ce qui peut permettre un travail, un mouvement, un rayonnement. Et bien finalement, dans le monde de l'entreprise, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à travailler, on cherche à avancer, à bouger et à rayonner. Donc, le mot même d'énergie est totalement pertinent. En chimie, l'énergie, c'est ce qui permet à un corps de changer d'état. Quand vous avez un glaçon, avec de l'énergie devient de l'eau liquide avec de l'énergie devient de la vapeur. Donc finalement, qu'est-ce qu'on recherche nous aussi en tant qu'être humain? C'est toujours à chercher à élever notre niveau d'énergie, à changer d'état, à passer d'un état d'être peut-être moyen, je dirais, à faire en sorte d'aller toujours, et sans que ce soit obsessionnel, mais vers une meilleure version de soi-même, quel que soit le terme que l'on peut mettre là-dessus. On cherche tous finalement à s'améliorer de jour en jour, on cherche tous à tailler sa pierre et c'est voilà, à chercher à s'améliorer jour après jour. C'est relativement cohérent. Donc c'est pour ça que je pense que le meilleur KPI possible, ça serait cette notion d'énergie. La question, c'est comment je me sens le matin. Si je me sens bien, c'est que j'ai passé une bonne nuit. Comment je me sens en fin de matinée? Si je me sens en manque d'énergie, peut-être que j'ai pris un petit déjeuner qui n'était pas adapté à mon organisme. Comment je me sens après le déjeuner? C'est peut-être parce que ce que j'ai mangé n'était pas adapté à mon organisme. Comment je me sens dans l'après-midi? Je ne me sens pas en énergie. Peut-être eût-il fallu que je fasse une petite sieste. Comment je me sens le soir? Peut-être que c'est l'heure d'aller courir ou d'aller au sport. Est-ce que je me sens assez en énergie pour aller courir ou aller au sport? Donc, je pense que s'il y avait une seule notion à prendre en considération, c'est en quel état d'énergie je me trouve, que ce soit l'énergie physique, mais également l'énergie mentale. En fait, il y a ce que l'on appelle aussi les
pics cérébraux de performance. C'est-à-dire que, vous le savez très bien, il y a des moments où vous vous sentez prête à travailler, et puis d'autres moments où vous vous sentiriez plutôt à aller flâner. Et c'est intéressant de voir, autant que faire se peut, notre régularité et les moments où on est plus à même de faire telle ou telle chose. Si vous vous dites, ben moi, la période où je suis le plus performante, c'est entre, je dis n'importe quoi, à 14 et 16 heures, et ben ça veut dire que les choses les plus importantes que vous avez à faire sur votre journée sont à faire entre 14 et 16 heures. Si effectivement vous dites, je déteste la comptabilité, je vais faire ma comptabilité entre 14 et 16 heures, c'est un petit peu difficile parce que c'est-à-dire que vous allez utiliser votre plus belle énergie pour faire ce que vous détestez le plus. Alors, c'est effectivement s'écouter. Hein, c'est vraiment ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est apprendre à s'écouter. C'est une grande partie de la réponse. Donc, ça nous permet à un niveau individuel aussi de pouvoir un peu piloter cette énergie, qui est un très bon indicateur pour optimiser certaines choses. Mais optimiser certaines choses, évidemment, vous êtes très expert dans le domaine, mais à quel moment on doit se faire accompagner d'un médecin un biohacker comme vous, ou d'un ouvrage, ou d'avoir une méthode? Est-ce qu'on peut vraiment se lancer tout seul dans le biohacking d'ailleurs? Oui, alors, si vous voulez, ça c'est intéressant parce que je fais une petite digression, mais quand j'étais jeune étudiant, j'avais discuté avec un psychiatre et je lui avais dit, mais en fait, on a tous des problèmes mentaux, on devrait tous aller voir un psy. Et il m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée, pourtant il m'a dit ça il y a plus de 30 ans, la différence entre le normal et le pathologique, c'est la souffrance. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder. C'est-à-dire que il faut, comme vous le disiez, s'écouter et se dire aussi qu'avec humilité, si on se sent dépassé, eh bien, c'est peut-être le moment où il va falloir se faire aider, se faire accompagner. Et je vais en revenir au stress, parce qu'il y a une métaphore par rapport au stress que je trouve vraiment très intéressante et qui peut-être pourra vous donner un élément de réponse. Déjà, il faut savoir d'où vient le mot stress. Alors, le stress, en fait, c'est un mot qui a été utilisé dans la métallurgie. C'est un mot où, en fait, on considère que, imaginez, par exemple, voilà ma main, je ne sais pas si on voit bien avec le fond d'écran, mais ma main, vous allez imaginer qu'elle est une plaque de métal. Et donc, si je la stresse, c'est-à-dire qu'en fait, je lui applique une contrainte. Et qu'est-ce qui se passe quand j'applique une contrainte à une plaque de métal? Elle revient avec de l'énergie, elle a un certain rebond. Ça, c'est ce qu'on va appeler le stress positif, ce fameux stress finalement qui nous donne de l'énergie. Parce que quand on a un challenge, c'est aussi parce qu'on a un certain stress qu'on va aller vers ce challenge. En fait, le stress, c'est un peu ce qu'on appelle une courbe en U, c'est-à-dire que trop de stress, je vais être mal, mais pas assez de stress, je vais m'ennuyer. En fait, malheureusement, l'être humain est ainsi fait qu'il va osciller entre le désir et l'ennui. À partir du moment où on a ce que l'on désire, bien souvent, ça ne nous intéresse plus. Un cadeau de Noël est merveilleux jusqu'à ce qu'on l'a, et une fois qu'on l'a, ben, malheureusement, il est beaucoup moins intéressant. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, ce sentiment de j'applique une contrainte et hop, ça donne de l'énergie. Le problème, c'est que ce soit pour une plaque de métal ou pour un être humain, il y a un stade où finalement, il y aura un stade où la plaque va rester pliée. Et on peut essayer de la remettre droite, elle ne retrouvera jamais sa rectitude. Voire même, elle pourrait peut-être plier de telle sorte qu'elle pourrait se briser. Et ça, finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler, métaphoriquement parlant, le burn-out. Donc l'idée, c'est de comprendre qu'à partir du moment où on ressent un stress qui est un moteur qui nous permet de rebondir, d'avoir plus d'énergie, d'être un moteur dans notre vie, eh bien à ce moment-là, tout est OK. À partir du moment où effectivement on a l'impression que cette contrainte est trop forte, qu'on dépasse nos capacités de résistance ou de résilience, il est temps de se faire aider. Après, pardon, est-ce qu'on peut commencer seul le biohacking? Oui, bien sûr, de toute façon, il y a énormément de ressources. Euh, Certainement que la meilleure ressource, c'est mon livre, mais plaisanterie à part, il y a bien évidemment des ressources que l'on peut trouver sur comment améliorer son sommeil, comment améliorer son alimentation, comment améliorer son activité physique, comment gérer mieux le stress ou éventuellement les compléments alimentaires. Donc, il y a énormément de ressources. Après, tant que c'est au niveau des routines, on ne risque pas grand-chose. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont rapidement l'idée de se mettre sous complément alimentaire. Alors, ça peut être ou bien inutile, voire dangereux, ou éventuellement prendre des médicaments. Et ça, je voudrais vraiment mettre en garde les personnes qui nous écoutent parce que je sais à quel point, dans le monde de cette recherche de la performance dans les entreprises,
ou les leaders, il peut y avoir parfois la tentation d'aller utiliser des médicaments qu'on va détourner de leur raison propre. Parmi ces médicaments, parmi les plus connus, est ce qu'on appelle les racétames, hein, le plus connu, ce qu'on appelle le piracétam. Les racétames sont des médicaments, et notamment le piracétam, qui ont été conçus pour la maladie de l'Alzheimer, et effectivement, certaines personnes utilisent le piracétam pour augmenter leur capacité mentale. C'est donc un détournement d'un médicament. C'est comme le modafinil. Hein. Le modafinil est un médicament utilisé pour la narcolepsie, et il y a certaines personnes qui utilisent le modafinil pour moins dormir, pour être plus productif. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, ils peuvent le payer. Donc, attention, bien évidemment, si on se sent tenté de faire tout et n'importe quoi, alors là, c'est clairement le moment où il faut vraiment se faire accompagner. Et alors, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est mieux de se faire accompagner en plus dans un cadre médical parce que je vais prendre une analogie qui est certainement très différente, mais euh, je pense que dans la pratique du biohacking, il doit y avoir aussi autant de méthodes qu'il peut y avoir que dans des régimes, avec des déviances, avec certainement des personnes qui sont non professionnelles de santé, et qui proposent des méthodes miracles. Est-ce qu'il y a une seule méthode du biohacking avec des principes qui sont acceptés, tamponnés par cette méthode, ou est-ce qu'il y a autant d'adaptations qu'il pourrait y avoir dans des régimes alimentaires pour perdre du poids, par Alors, exemple? je dirais que dans un monde idéal, et j'insiste bien dans un monde idéal, la seule bonne méthode de biohacking, c'est celle qui fonctionne pour vous. Voilà. Donc ça, c'est dans un monde idéal, c'est-à-dire que là encore, je dis dans un monde idéal, quand on parle alimentation, nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur Terre, la logique voudrait que nous ayons 7 milliards de types d'alimentation différents parce que nous sommes tous différents, parce que nous avons tous un métabolisme différent, parce que nous avons tous un système digestif différent, parce que nous avons tous un microbiote différent. Donc évidemment, il y a des grandes lignes, mais il y a quand même des choses qui vont être assez spécifiques. Après, est-ce qu'il faut vraiment aller chercher des choses très précises? Est-ce qu'il faut aller faire des tests génétiques pour savoir si si on a tel ou tel problème, si on a tel et tel récepteur de la caféine qui peut faire qu'on peut prendre notre café dès 8 heures ou bien est-ce qu'il faut attendre 11 heures? Bon, après, c'est peut-être pas la peine d'aller aussi loin. Là encore, je reviens aux choses simples dont je parlais tout à l'heure, à savoir l'énergie. Votre niveau d'énergie, de toute façon, ne vous trompera jamais. À partir du moment où ce que vous faites vous met de l'énergie, ça veut dire que vous êtes dans le bon axe. Si par exemple vous prenez un aliment et qu'après cet aliment vous sentez en baisse d'énergie, que vous avez mal au ventre ou que vous avez des signes digestifs que je ne détaillerai pas, ça montre que l'aliment ne vous convient pas. Donc, bien sûr, on peut faire des analyses, bien sûr, on peut aller loin. Et plus on va loin, plus on va dans la précision. Et c'est OK, je trouve ça très, très bien dans la précision. Mais la première étape, c'est déjà de vérifier son niveau d'énergie et de tester. Voilà, ben, par exemple, je n'importe quoi, quand je prends du poulet, je me sens plein d'énergie. Quand je prends du bœuf, je me sens pas terrible. Voilà, ça c'est des choses aussi simples à considérer. Après, on dit qu'à partir d'un certain âge, plus on cherche, plus on trouve aussi. Ah Euh, bah de toute façon, on ne trouve que ce que l'on cherche et on ne cherche que ce que l'on connaît. Alors, vous dites souvent que vieillir ne doit pas être un déclin, mais un projet. Ça veut dire quoi concrètement? Et peut-être que ça relie aussi à cette démarche de longévité active, parce que augmentation de l'espérance de vie, on en entend tous parler, mais c'est l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé qui Bien se sûr, prépare en fait très tôt, bien sûr. avec tout ce que vous nous dites. Oui, tout à fait. En fait, il y a deux concepts. Alors, il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, ou alors on va faire des périphrases qui sont assez moches. Mais il y a ce que l'on appelle en anglais le lifespan. Le lifespan, c'est la durée de vie totale. Et le healthspan, c'est la durée de vie en bonne santé. Si on prend les chiffres aux États-Unis, par exemple, on sait que le lifespan va être à peu près de 83 ans et le healthspan va être à peu près de 65 ans. C'est-à-dire que globalement, et en France, on ne doit pas être tellement éloigné de ça, c'est-à-dire que globalement, on travaille toute sa vie, on prend sa retraite. Déjà, je vous dis, a priori, à partir de 55 ans, un Français sur deux a une maladie chronique. Ben, globalement, à partir du moment où vous prenez votre retraite, c'est le moment où vous commencez à aller dans la pathologie.
ce qui est un petit peu triste, parce que si vous travaillez toute votre vie en disant chouette, je vais profiter de ma retraite, mais que profiter de votre retraite, ça va être d'aller d'un médecin à l'autre, d'une carte thermale à l'autre, d'un hôpital à l'autre, pour finalement finir dans la tombe, c'est assez moyen. Donc effectivement, tout ça, ça s'anticipe. Alors, sans vous donner des chiffres extrêmement précis, par exemple, on sait que les premières marques des signes d'athérome, donc des plaques qui peuvent entraîner des infarctus ou des accidents vasculaires cérébraux, peuvent commencer à apparaître déjà vers l'âge de 20 à 30 ans. Alors effectivement, ça ne sera pathologique que bien plus tard, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport aux intérêts composés, c'est-à-dire faire quelques écarts, c'est OK. Le problème, c'est faire quelques écarts tous les jours, ça commence à devenir problématique. Et souvent, c'est quelque chose que je raconte justement à tous ces 20-30 ans qui sont aussi intéressés par le biohacking, c'est le moment de commencer déjà à s'y intéresser. Trop souvent, les gens se disent, bon, bah, ok, à les 20-30 ans, je fais n'importe quoi, c'est pas très grave. Mais en fait, ils prennent déjà du retard, puisque 20-30 ans, c'est déjà un début de construction d'énormément de choses qui peuvent après s'aggraver à l'avenir. Alors, après, j'insiste aussi sur le fait qu'il ne faut pas non plus être totalement paranoïaque. Parce que quand on parle par exemple du sucre, quand on parle toute toutes les aliments transformés, etc., moi je pense, et peut-être vous aussi, moi je suis de la génération Nesquik, Nutella, confiture, croissant, ou Chocopic ou cornflakes, hein. Et finalement, bon, on n'est pas mort et on n'est pas plus en dégénérescence cérébrale qu'on pourrait nous le faire croire. Donc, l'idée, c'est de garder vraiment cette idée de faire au mieux, mais sans non plus que ça devienne maladif. Finalement, qu'est-ce qui est le plus mauvais pour la santé? À la rigueur, prendre une tartine de Nutella parce que là, vraiment, j'en ai vraiment envie et ça me fait du bien? Ou est-ce que c'est d'y renoncer avec éventuellement le stress de n'avoir pas pu satisfaire ce petit plaisir qui m'aurait bien plu? On va craquer pour le Nutella. Ouais, moi je suis pour la Moi, je suis pas team. médecin, j'ai le droit de le dire. Moi, je suis la team Euh, Nutella. Écoutez, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que vous êtes beaucoup de pratiquants en France, on peut dire pratiquants du biohacking, ou est-ce que vous êtes le seul et unique? C'est-à-dire que en fonction des différents territoires dans lesquels on peut se situer, donc vous êtes en région parisienne, à Paris même, mais si demain on veut consulter un professionnel du biohacking, est-ce qu'il y en a qui sont référencés quelque part? Est-ce qu'il y a beaucoup de professionnels dans le domaine? Pour éviter un peu les charlatans aussi. Alors, à ce que je sache, alors j'ai pas regardé récemment, mais à ce que je sache, quand on met sur Google médecin biohacking, je suis le seul qui sort. Donc, On a de la chance. la chance ou de la malchance, mais en tout cas, limite, je préférais qu'il y en ait d'autres, parce que comme ça, au moins, ça montrerait que je ne suis pas seul à prêcher dans le désert. Et peut-être que même ça permettrait aussi de faire connaître ce concept. Alors après, il y a beaucoup de personnes justement qui se réclament du biohacking. C'est vrai, comme le mot est assez, et maintenant il devient un peu connu. Alors, par exemple, euh, ça m'amuse parce que je connais un gars qui est kiné naturopathe, qui avait un programme en ligne. Il a gardé le même programme, et sauf que maintenant il a écrit biohacking sur son programme. Donc voilà, ça me fait un peu rire. Il y a pas vraiment de professionnels qualifiés. Je pense que sans avoir besoin d'aller chercher des professionnels étiquetés biohacking, il existe des personnes ou des ouvrages qui donnent des très bons conseils sur le sommeil. Il existe des très bons coachs sportifs. Il existe des diététiciens ou des nutritionnistes qui ont des manières assez modernes de travailler, hein, qui n'ont pas les vieux schémas qu'on pouvait enseigner avant. Donc, effectivement, quelqu'un qui va un peu synthétiser tout, je ne pense pas que ce soit ça court les rues, mais en tout cas, il y a moyen de perfectionner tel ou tel secteur du biohacking avec des professionnels. Alors, c'est pour ça que je disais le biohacking en soi, c'est juste un mot. Il ne faut pas être obsédé par ce mot. C'est plus le concept derrière qui est intéressant.
Tout à fait. Alors, et si vous aviez une conviction profonde entre le lien entre énergie et trajectoire professionnelle pour nos masters, c'est à la fois, j'ai l'impression, une affaire de vigilance, une écoute de soi, et tout n'est pas perdu. C'est-à-dire que quand bien même on ait certaines habitudes, qu'elles soient alimentaires, de sommeil, de séries avant d'aller se coucher, on peut optimiser tout ça. Il n'est Bien jamais sûr. trop tard, selon vous? C'était très intéressant. D'ailleurs, déjà, le début de votre questionnement était très intéressant. Vous avez parlé d'énergie et de trajectoire. Et je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant. Avant de vous répondre, je vais insister sur ces deux points. Si vous voulez, l'énergie, c'est le moteur, la trajectoire, c'est le GPS. L'un ne va pas sans l'autre, hein. Si vous avez une Ferrari, mais vous ne savez pas où aller, ça ne sert pas à grand-chose. Et à l'inverse, si vous avez un super bon GPS, mais vous avez une voiture qui roule pas, vous n'allez jamais arriver à votre but. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment les deux, le mindset, l'orientation, euh, le, le bon objectif, la bonne trajectoire et bien évidemment l'énergie. Donc c'est vraiment cette idée globale d'utiliser ou d'optimiser notre énergie pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Alors la question de savoir est-ce que oui ou non, il peut être un moment où il est trop tard. Ben, le seul moment où il est trop tard, c'est quand on a passé l'arme à gauche. Globalement, tant qu'on est vivant, on peut toujours faire quelque chose. Il y a toujours moyen de s'améliorer. On voit, même d'ailleurs, ça devient assez tendance. On voit des personnes qui commencent la musculation ou le jogging à 40, 50, 60 ans et qui arrivent à avoir des performances qui sont assez sympathiques. Moi, je vois, je vais régulièrement à la salle de sport. Il y a des personnes assez âgées, voire même très âgées, qui vont à la salle de sport. Et c'est super. Alors, évidemment, ils sont limités parce qu'ils ont l'âge de leurs artères et de leur articulation et ils prennent leur temps, ils font attention à eux et c'est tant mieux. Mais en tout cas, on peut toujours faire quelque chose. Quand je citais tout à l'heure l'idée d'arrêter le sucre, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour se dire que ça peut améliorer notre qualité de vie et qu'on arrête le sucre à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans ou à 80 ans, on va de toute façon se rendre compte qu'on a une amélioration de nos capacités physiques et mentales. Ah ouais, alors justement, ça va me permettre de rebondir sur une question qui nous est posée dans le chat sur dans les approches du biohacking, est-ce qu'il y a des éléments qui portent le plus de résultats, qui sont en fait les éléments structurants sur lesquels on doit d'abord se pencher? Dit autrement, si on devait commencer par quelque chose, ce serait quoi? Ce serait l'alimentation, ce serait le sommeil, ce serait arrêter de Alors, fumer, arrêter l'alcool, c'est non, alors, je commencer dirais le que sport. c'est parce qu'il vous semble, je vous dirais, c'est parce qui vous semble le plus simple. Est-ce C'est qu'il n'y a pas des vraiment, choses qui produisent le plus de résultats le plus vite possible? Si on se parle de performance, non, si on parce que devait appuyer sur un seul bouton. non, parce que si vous voulez améliorer votre sommeil, ça va améliorer votre énergie, ça va améliorer votre gestion du stress. Améliorer votre gestion du stress, ça va améliorer votre digestion, ça va améliorer votre sommeil. Faire du sport, ça va améliorer votre stress, ça va améliorer votre digestion. Donc finalement, tout ça, c'est des choses qui sont liées. La question est de savoir, commencer par ce qui est le plus facile. Si vous tout de suite vous commencez à vous dire, ben, je vais faire par ce qui commence le plus challengeant, ben, vous allez aller à l'échec. Vous allez commencer une semaine, 2 semaines, puis après vous allez arrêter parce que c'est la barbe. Donc l'idée, c'est de commencer par ce qui vous convient le plus, ce qui vous permet de mettre des choses qui sont les plus faciles à mettre en place. Parce qu'à partir du moment où vous avez commencé ce cercle vertueux, vous allez dire, mais c'est super, je me sens transformé, je vais essayer quelque chose, je vais tenter autre chose, je vais rajouter un élément de routine. Et puis, si effectivement ça marche aussi bien que le premier, je vais implémenter, je vais itérer, je vais continuer. Mais si par exemple vous dites, ben, allez, à partir de maintenant, on va reprendre ça parce que c'est ce qu'il y a de plus basique, c'est à partir de maintenant, j'arrête le sucre. Jusqu'à présent, tous les matins, je prenais un café avec du sucre et une tartine avec de la confiture. Et bien maintenant, j'arrête désormais le matin, je vais prendre un œuf et puis, je sais pas, une tranche de jambon pas grasse, enfin voilà. Et comment je me sens? Eh ben, si finalement je me dis, ah bah, je me sens beaucoup mieux, je me sens plus en énergie à 11 heures, j'ai moins de fringales qu'avant, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que c'est une bonne méthode, c'est un bon moyen et ça va donner envie d'aller plus loin.
Bien, écoutez, merci beaucoup, Docteur Coster, pour ces éclairages précieux et vraiment accessibles. Comme je le disais en début de podcast, vous avez écrit de nombreux ouvrages que nous mettrons évidemment en lien quand nous publierons le replay. Je crois savoir que vous avez un ouvrage qui va arriver en début d'année prochaine. Alors, en fait, j'ai écrit effectivement différents ouvrages. Si on prend le plus ancien que j'ai écrit, s'appelait Zéro sucre grâce à l'auto-hypnose, parce que Ça, on a compris le sucre. j'ai beaucoup travaillé par rapport à l'hypnose et à l'aspect mental pendant de très nombreuses années, donc ça a été mon premier livre. J'ai coécrit avec ma femme Les secrets d'une bonne immunité pendant le Covid, où justement on donnait tout un tas de conseils, notamment au niveau de la santé naturelle pour améliorer l'immunité. J'ai coécrit deux livres sur l'hypnose, dont un qui est sorti récemment. J'ai donc écrit le premier livre en français sur le biohacking qui est paru déjà il y a quelques années. Et deux livres vont sortir début 2026. Biohacking pour les entrepreneurs chez Erol. J'ai encore eu l'éditrice d'Erol tout à l'heure. Et Biohacking, pardon, pas Biohacking, et Les secrets de la longévité chez Larousse. Donc deux livres qui vont sortir. J'ai déjà quasiment fini le prochain livre que je pense que je vais auto-éditer et j'ai déjà un projet pour encore un nouveau livre qui intéresserait éventuellement Larousse, donc à voir. Ouais, écoutez, c'est génial. Attention au stress quand même. Ce que vous nous avez transmis Attention, aujourd'hui, pourquoi? attention au stress, ça fait beaucoup de Le- choses. Donc, ce que vous nous avez transmis aujourd'hui, c'est avant tout finalement un changement de posture. On ne subit pas son âge, on ne subit pas son corps. On n'a pas besoin d'attendre d'aller mal pour se mettre en mouvement, hein. C'est affaire d'énergie. Et le biohacking, c'est surtout pas un gadget de start-upper, c'est vraiment une boîte à outils concrète où on peut transformer notre santé en capital actif au Ouais. service de nos projets, de notre énergie et de notre capacité à durer. À très bientôt pour un prochain épisode de Virage. Vous allez retrouver ce replay sur notre chaîne YouTube et sur Hello Masters. Et d'ici là, souvenez-vous que le premier levier de performance, c'est vous et vos habitudes. Merci, Docteur Coster. Merci Blandine, merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.